Alors, bonjour à tous. Alors, je vais vous faire un exposé aujourd'hui qui est un exposé qui est vraiment très très simple, très très basique. Donc l'idée c'est de vous divertir un peu, de vous changer les idées par rapport à vos projets, quoi. D'accord. Donc le point de départ de cet exposé, donc c'est la question donc, qui est écrite ici, c'est pourquoi l'eau tombe-t-elle d'un verre quand on retourne le verre. Alors je ne sais pas où se trouvent les boutons. Voilà. Voilà. Donc en général, la réponse qu'on a tous quand on pose cette question, c'est une réponse du genre l'eau est plus lourde que l'air, donc elle tombe, son poids la fait tomber dans l'air. Alors on peut faire une expérience très, très simple pour vérifier cette hypothèse. Voilà, on va remplir un verre d'eau. J'ai éloigné le matériel électrique un peu. Voilà. Voilà. Je vais laisser ça en dessous quand même. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre ce petit bout de carton dessous le verre et je vais retourner l'ensemble. Voilà. Ça. Et voilà. Donc vous voyez que le carton tient au verre et l'eau, surtout l'eau, ne tombe pas du verre. En fait, donc, quand on regarde ce qui se passe, voilà, vous avez un verre qui contient à peu près 20 centilitres d'eau. Donc ça fait une masse de 200 grammes, donc avec un poids équivalent donc, qui s'appuie sur le carton. Et de l'autre côté du carton, vous avez de l'air à 1 bar. Et quand on regarde la pression qu'exerce l'air à 1 bar sur une surface équivalente à celle du verre, en fait, elle pourrait soutenir, avec une pression d'1 bar, on pourrait soutenir une masse de 20 kg à peu près. Donc les 200 grammes du verre, c'est rien par rapport à cette masse. Donc c'est pas cette hypothèse que l'eau est plus lourde que l'air qui fait tomber l'eau du verre, en fait. Alors je vais avancer un petit peu dans mes transparents. Voilà, donc ça c'est l'expérience que je vous ai présentée. Voilà, donc l'équivalent des 20 kg, en fait, ça correspondrait à une colonne d'eau de 10 mètres de haut pour l'eau. En fait, ce qui se passe, c'est quand on regarde un peu plus en détail ce qui se passe dans le verre, en fait, ce qui se passe, c'est qu'à chaque altitude, donc dans notre verre, on a un équilibre hydrostatique qui s'établit. Donc les forces de pression équilibrent exactement les forces de gravité. Et ce qui est important, donc, c'est qu'au niveau de l'interface entre l'eau et l'air, donc qui est matérialisée par ce carton, eh ben, on a l'égalité des pressions. Donc quand on fait le bilan des forces, y a aucune, enfin, le bilan est nul, donc le carton reste fixe. Alors ça c'est un raisonnement approximatif, donc en supposant que le carton ait une masse nulle. Et en pratique, donc, ce qui se passe, si vous ne pouvez pas voir, mais donc, le carton en fait, est très légèrement décollé du verre. Et il y a des forces de tension superficielle qui s'appliquent entre le carton et le verre et qui maintiennent la configuration stable. Et donc elles compensent également pour la masse du petit carton. Voilà. Et donc l'idée importante ici, c'est que voilà, quand on retourne le verre, en fait, on est en équilibre hydrostatique. Alors la question qu'on peut se poser après, c'est si on a cet équilibre hydrostatique entre notre eau et l'air, c'est pourquoi est-ce qu'on a besoin du carton, en fait. Alors je vais vous faire une deuxième expérience qui vous montre qu'on n'a pas vraiment besoin du carton du tout. Alors, bon. Je vais reverser l'eau là-dedans. Voilà. Donc là, ce que je vais mettre sur le verre maintenant, c'est ça, voilà, c'est de la gaze, d'accord. Donc je pense que c'est du coton, c'est ça, avec des trous dedans, des trous qui sont de l'ordre du millimètre à peu près. Donc alors juste pour bien vous montrer, l'eau passe à travers, la gaze, il n'y a pas de mystère. Voilà, on remplit le verre comme ça. Et maintenant on refait la même chose que tout à l'heure. Donc je remets mon carton, histoire que l'eau ne tombe pas quand je retourne quand même. Hop, voilà. On va bien maintenir quand même. Voilà. Et vous voyez que l'eau ne tombe pas du verre. Voilà. Alors, oui, alors je vais peut-être pas rester comme ça trop longtemps en fait, c'est pas confortable. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que j'ai mis de la gaze quand même? Parce que là, si je ne mettais pas la gaze, vous doutez bien que l'eau est tomberait quand même. Alors j'ai mis de la gaze en fait, c'est pour lisser l'interface entre l'eau et l'air. En fait, la gaze elle va favoriser
les forces de tension de surface à nouveau, et elles vont supprimer toutes les petites perturbations qui se trouvent à la surface de l'eau, qui sont plus petites que la taille de la maille de la gaz. Et donc c'est cet effet-là en fait qui fait que l'eau ne tombe pas. On a supprimé toutes les perturbations, on a une interface qui est parfaitement lisse. Et donc on est en mesure de maintenir notre équilibre hydrostatique. D'accord. Alors justement, on va regarder maintenant ce qui se passe quand on considère une petite perturbation à notre interface. Alors si on suppose que l'interface est un peu perturbée et qu'on est à l'équilibre hydrostatique, donc ça veut dire que l'interface va être fixe, on aboutit en fait à des contradictions. Donc par exemple, si on suppose qu'au point central de la petite sinusoïde que j'ai dessinée, on a l'égalité des pressions, donc que ce point est fixe. Et si on regarde ce qui se passe à côté, donc par exemple au point que j'ai noté moins L sur 2, eh ben, on se rend compte que du côté de l'air, on s'est déplacé d'une petite distance, que j'ai noté A sur 2, et donc la pression a varié dans l'air de la densité de l'air multipliée par G multipliée par cette petite distance. Alors que dans l'eau, la pression a varié du même facteur, sauf qu'on remplace la densité de l'air par la densité de l'eau. Donc ça signifierait qu'au point moins L sur 2, on aurait une différence de pression entre l'eau et l'air, donc qui induirait forcément un mouvement ici un mouvement de l'air vers le haut, donc qui pénétrerait à l'intérieur de l'eau. Et le raisonnement est symétrique, donc si on se place au point L sur 2, en fait, on aurait également une différence de pression, mais dans l'autre sens. Donc ça signifierait que l'eau tomberait dans l'air. Voilà. Donc ici, ce petit raisonnement montre en fait qu'on ne peut pas avoir d'interface perturbée statique, et il suggère également qu'on va avoir un mouvement d'interpénétration entre l'eau et l'air. Alors en fait, ce raisonnement n'est pas très très rigoureux, on n'aura jamais de différence de pression, les pressions elles sont tout le temps équilibrées. Donc on peut présenter les choses un peu plus rigoureusement en considérant la vorticité. Donc la vorticité, donc les éléments fluides dans votre liquide, ils ont plusieurs modes de déformation, et la vorticité, donc ça correspond à la rotation solide de votre élément fluide. Donc on peut écrire une équation pour la vorticité à partir des équations de l'air. Et quand on écrit cette équation, on voit qu'il y a un terme source qui apparaît, qui est proportionnel au produit vectoriel entre le gradient de pression et le gradient de densité. Donc le gradient de pression, c'est à peu près la gravité, donc il est toujours aligné selon la gravité. Et le gradient de densité, donc il est localisé uniquement à l'interface. Donc vous allez générer de la vorticité uniquement à votre interface. Et donc ce qui est intéressant, c'est que l'intensité, le terme source, voilà, comme il dépend du produit vectoriel, il va dépendre de l'alignement de la direction du gradient de densité et de la gravité. Donc si vous vous placez au sommet là, de la petite sinusoïde, les deux gradients sont alignés, donc vous n'avez pas de production de vorticité, et vous avez une production qui est maximale au centre, au milieu de votre sinusoïde. Alors voilà, vous imaginez bien que ces mouvements de rotation en fait, vont faire que votre interface va se déformer et va s'agrandir. Et donc ce qui est intéressant également de noter, c'est qu'au fur et à mesure que votre perturbation croît, le vecteur du gradient de densité en fait, va s'incliner de plus en plus. Par exemple, si vous considérez celui qui est au centre, au fur et à mesure que ça croît, il va s'incliner de plus en plus. Donc la production va être de plus en plus forte. Donc vous avez un phénomène d'auto-entraînement et vous avez une instabilité qui apparaît. Alors on peut faire une analyse aux modes normaux de cette instabilité et on trouve l'expression suivante. Donc votre petite perturbation va croître comme l'exponentielle de racine du nombre d'atouts, donc qui mesure la différence de densité entre les deux fluides, multiplié par la gravité, multiplié par le nombre d'ondes de votre perturbation. Et donc cette perturbation, bien entendu, cette instabilité, c'est l'instabilité de Rayleigh-Taylor. Et voilà, je pense que vous aurez compris, c'est elle qui fait tomber l'eau de votre verre, en fait. Alors, je vais vous montrer une autre expérience maintenant. Alors, je vous ai montré un peu, avec la première expérience, comment supprimer l'instabilité de Rayleigh-Taylor. Maintenant, je vais essayer de vous en montrer une. Voilà. Hop. Alors... Donc le principe, donc, il est expliqué là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la chicorée à la surface de mon verre. La chicorée va se mélanger avec l'eau. Donc elle va être retenue par la tension de surface au départ, et puis elle va se mélanger petit à petit avec l'eau. Elle va être plus lourde, le fluide mélangé va être plus lourd que l'eau pure et va tomber avec Rayleigh-Taylor.
J'aurais dû ouvrir ça avant. Voilà. Alors là, donc il faut que je fasse apparaître la webcam. Ouais, donc ouais, vous voyez un petit peu en fait ce que vous avez pu voir. Je ne sais pas si vous avez pu observer, c'est ce que vous avez vu le fluide qui contenait la chicorée de la tombée, et vous avez vu également peut-être des formes qui avaient des formes typiques de champignons en fait, donc des structures en forme de champignons. Donc ce que vous avez pu voir en fait, c'est ce qui est représenté un peu sur cette figure. Donc c'est des structures qui ont des formes de champignons. Et donc ces structures apparaissent en fait une fois qu'on a dépassé la phase linéaire de Rayleigh-Taylor, donc une fois qu'on est dans la phase non linéaire. Et oui, donc ce que vous avez pu voir à la fin également, donc c'est qu'au bout d'un moment, donc tout devient assez chaotique, on transitionne vers un état turbulent en fait. Voilà. Alors donc je vais vous parler un peu de ces deux phases, donc de la phase non linéaire et puis de la phase turbulente de Rayleigh-Taylor. Alors sur ces figures, donc vous avez représenté l'évolution d'une instabilité de Rayleigh-Taylor. Donc vous avez trois figures et puis donc qui sont divisées en deux. Donc sur la partie de gauche, vous avez représenté la concentration, et sur la partie de droite, vous avez représenté la vorticité. Donc sur la première image, donc on est toujours dans la phase linéaire. Donc vous reconnaissez les deux nappes de vorticité dont je vous ai parlé au départ, et vous voyez que donc à partir du moment en fait où voilà la taille de votre l'amplitude de votre perturbation commence à être égale à la longueur d'onde de votre perturbation, ben vous avez des effets non linéaires qui apparaissent. Et l'effet non linéaire principal, en fait, il est lié à l'instabilité de Kelvin-Helmholtz. En fait, vous avez deux fluides qui s'interpénètrent comme ça, et donc vous avez une instabilité de cisaillement qui se crée, principalement en haut de votre petite bulle. Donc en haut de votre petite bulle, vous allez créer deux tourbillons contrarotatifs qui vont entraîner la concentration avec eux, et donc qui vont faire que votre instabilité va prendre ces formes typiques de champignons, en fait. Alors, si on continue un peu plus loin, en fait, voilà, donc l'instabilité continue à se développer, et les instabilités de Kelvin-Helmholtz et de Rayleigh-Taylor vont continuer à s'appliquer. Donc, vos tourbillons, en fait, que vous avez créés initialement, donc sur le côté de votre petite bulle, eh bien, ils vont continuer à être déstabilisés par ces instabilités. Vous avez créé d'autres tourbillons plus petits. Et ainsi de suite, en fait, vous allez créer de plus en plus de petites structures jusqu'à ce que la taille des structures soit tellement petite que ces structures-là soient dissipées par la diffusion moléculaire. Donc, ce que vous allez faire, donc, c'est en fait ça, ce que je vous décris, donc c'est la cascade de Richardson. Donc, c'est lui qui avait il avait écrit un petit poème, là, voilà, exprès pour décrire cette petite cascade. Hein, c'est resté dans la littérature. Et donc, ce que vous allez obtenir à la fin, donc, c'est un état où vous avez un spectre continu d'échelle. Donc d'une échelle qu'on appelle l'échelle intégrale, donc qui correspond à l'échelle de votre plus gros tourbillon jusqu'à l'échelle où les tourbillons sont dissipés par la viscosité. Donc, bon, suivant les configurations, tout ça, vous pouvez avoir une très très grande séparation d'échelle. Donc, vous pouvez avoir des facteurs 1 million, voire plus dans certaines applications astrophysiques. Alors, il y a, donc cette cascade en fait a été décrite de manière un peu plus rigoureuse par Kolmogorov et Oburov. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'au lieu de considérer des petits tourbillons, ils ont considéré qu'un objet mathématique était un petit peu plus précis, disons. Ils ont considéré les incréments de vitesse entre deux points. Donc, ils prennent un point, ils regardent la vitesse en ce point, ils prennent un autre point, ils regardent la valeur en ce point, ils font la différence, et puis ils regardent les statistiques de cette différence. Alors cette différence, on peut toujours l'interpréter comme étant la vitesse caractéristique d'un tourbillon de taille R, où R est la distance qui sépare les deux points. Donc ils ont essayé de caractériser les statistiques de cette quantité dans le cas d'une turbulence homogène isotrope. Donc c'est la configuration la plus simple possible, celle qui possède toutes les symétries possibles et imaginables. Et donc dans cette configuration, en fait, vous avez un paramètre dimensionnant principal qui est la dissipation d'énergie turbulente. Donc on note epsilon. Et donc c'est elle qui pilote la décroissance de votre énergie turbulente. Et donc ce que Kolmogorov et Oburov ont montré, c'est que les incréments de vitesse en fait avaient un scaling en epsilon 1 tiers r puissance 1 tiers. Donc donc ce scaling en fait il est loin d'être trivial. Hein. Il signifie que votre vitesse votre champ de vitesse a une dimension fractale, et également donc que
Si vous pouvez regarder la dérivée de vitesse, donc si vous prenez delta U sur R, vous voyez que quand R tend vers 0, ça tend vers l'infini. Donc votre champ de vitesse n'est plus différenciable. D'accord. Alors en fait, cette loi, donc oui, je l'ai noté en petit, mais en fait, c'est pas Kolmogorov et Oburov qui l'avaient trouvé en premier. Il y a eu également Heisenberg, Onsager et von Weizsäcker qui avaient déjà trouvé ça dans les années 40, à peu près en même temps. Alors le grand résultat donc, de ce scaling, en fait, c'est de décrire comment se répartit l'énergie des tourbillons. Donc dans l'espace spectral, en fait, on a ce qu'on appelle le spectre en K-5 donc c'est peut-être la loi la plus connue en turbulence. Alors il y a un autre aspect qui est vraiment super important au niveau de la description des petites échelles de la turbulence, c'est cette loi ici, qui s'appelle la loi des 4/5, parce que vous avez un facteur 4/5 là dans cette expression. Et en fait, elle décrit la valeur de la corrélation d'ordre 3 de l'incrément de vitesse. Et cette loi, contrairement aux autres qui étaient empiriques, voilà, celle-ci est exacte. Donc on l'a déduit exactement des équations de Navier-Stokes. Et en fait, cette loi, elle a une interprétation physique très, très importante. En fait, donc on a vu que la moyenne de delta U carré, ça correspond à l'énergie des tourbillons. Et le delta U cube, en fait, correspond au transfert d'énergie de delta U carré. Et donc, ce que cette loi nous dit, en fait, c'est que l'énergie des tourbillons est transmise des grandes vers les petites échelles. Et elle n'est pas transmise n'importe comment, elle est transmise à un taux constant, indépendant de l'échelle, qui est égal à epsilon. Donc ici, on peut faire le lien avec la cascade de Richardson. Ici, on a une caractérisation exacte de cette cascade. Alors tout ce que je vous ai dit pour l'instant, ce sont des commentaires qui sont valables en THI, donc en turbulence homogène isotrope. Et en Rayleigh-Taylor, en fait, il y a très très peu de différence. En Rayleigh-Taylor, en fait, on peut montrer que les forces de flottaison, de gravité, vont introduire une petite anisotropie par rapport à tout ça, qu'on est en mesure de caractériser. Et également, donc, elles vont introduire, en plus donc, de la cascade directe, donc des grandes vers les petites échelles, elles vont introduire une petite cascade inverse, donc des petites vers les grandes échelles. Donc ce qu'il faut imaginer, c'est que l'instabilité de Rayleigh-Taylor va continuer à produire des petites structures, donc des petites bulles qui grossissent comme ça. Donc on transmet avec l'instabilité de Rayleigh-Taylor de l'information des petites vers les grandes. Mais bon, ce mécanisme, il reste quand même très sous-dominant par rapport à la cascade de direct qui est principale. Alors voilà pour les petites échelles. Maintenant, je voudrais vous parler des grandes. Donc on va prendre un peu de recul. Et puis donc, quand on prend du recul, ce qu'on voit apparaître, c'est ce qu'on appelle une zone de mélange. Donc on oublie qu'il y a des champignons, des structures, des petites échelles et tout ça. Tout ce qu'on voit, c'est au niveau global, c'est une zone de mélange. Donc vous avez un fluide lourd en haut, un fluide léger en bas, et une zone de mélange entre les deux. Et le paramètre principal qui caractérise cette zone de mélange, c'est sa largeur. Et donc ce qu'on observe expérimentalement, numériquement, c'est une observation, c'est que cette largeur évolue de manière autosimilaire. Et en fait, elle évolue comme elle obéit à la même loi que celle d'un corps qui est en chute libre. Donc elle évolue proportionnellement à gt carré. Et donc dans cette loi, en fait, ce qui est important, c'est le coefficient alpha qui va dépendre de la TOUD et qui est le coefficient qui va piloter cet élargissement. Et en fait, du point de vue des différentes applications qu'on peut trouver pour Rayleigh-Taylor, c'est vraiment un paramètre crucial. Donc, pour les ingénieurs, c'est vraiment le paramètre qu'ils cherchent à retrouver avec leur modèle. Et en même temps, d'un point de vue théorique, aussi bien que numérique et expérimental, on a toujours du mal à caractériser ce coefficient. Donc il y a énormément d'études qui sont dédiées uniquement à essayer de trouver des valeurs pour ce coefficient. Alors en fait, ce qu'on observe, c'est que ce coefficient n'est pas du tout universel et qui dépend des conditions initiales de la perturbation initiale qu'on a imposée à notre interface. Alors il ne dépend pas de n'importe quelle partie du spectre de la perturbation initiale, il va dépendre de la perturbation initiale aux très très grandes échelles, donc aux échelles qui sont beaucoup plus grandes que la taille de la zone de mélange par exemple. Donc la raison pour laquelle ce sont ces échelles qui jouent, c'est qu'elles ont une évolution très très lente et que donc au temps long vont pouvoir avoir un impact sur l'évolution globale du mélange,
à condition donc, qu'on ait mis suffisamment d'énergie dans ces perturbations initialement. Alors ici, sur ce petit graphe, vous avez représenté en ordonnée différentes valeurs de alpha donc, qui sont observées dans des simulations ou des expériences. Donc l'abscisse, en fait, c'est pas très important, c'est un paramètre de mélange dont je ne vous parlerai pas. Et donc vous pouvez voir que le alpha, donc, il varie grosso modo entre 0,02 et 0,16, donc il y a un facteur 8 suivant les conditions initiales qu'on peut mettre. Donc voilà, donc j'ai un peu fini pour la description de la phénoménologie de Rayleigh-Taylor. Maintenant, je vais vous parler de trois phénomènes naturels dans lesquels on rencontre Rayleigh-Taylor. Donc le premier, c'est dans le domaine de la géologie. Donc en fait, les géologues, ils ont apparemment beaucoup de mal à expliquer certains phénomènes qui se passent à l'intérieur des plaques. Donc ils comprennent assez bien comment les plaques passent les unes sous les autres, etc. Mais ils ont du mal à comprendre pourquoi il y a des volcans au milieu des plaques ou des choses comme ça. Et il y a une explication possible pour expliquer ce volcanisme intraplaque, c'est qu'il y a une instabilité de Rayleigh-Taylor qui se produit à l'interface entre la lithosphère et le manteau qui se trouve en dessous, qui est un manteau un peu plus liquide que la lithosphère. Donc en fait, ce qui se passe, c'est schématisé sur ce petit dessin. Donc pour une raison ou une autre, vous avez votre lithosphère qui se densifie. Il y a l'instabilité de Rayleigh-Taylor qui se produit, et donc vous avez la lithosphère qui tombe dans le manteau plus liquide. Puis après, vous avez certains phénomènes d'érosion qui se produisent, et puis cette petite bulle disparaît, et puis vous avez finalement du magma qui remonte assez proche de la croûte terrestre. Et ça favoriserait donc ce phénomène de volcanisme intraplaque. Alors les échelles de temps de ce phénomène sont assez considérables, hein, donc c'est de l'ordre du million d'années, du dizaine de millions d'années. Donc les géologues ils font juste des suppositions, il n'y a jamais eu de vérification en direct de ces phénomènes. Hein. Voilà, un autre exemple alors que je connais un petit peu mieux, c'est la fusion par confinement inertiel. Alors le principe de la fusion par confinement inertiel, donc vous imaginez, vous prenez une petite bille qui fait 1 mm de diamètre, vous mettez du deutérium-tritium dedans, vous le mettez dans une petite chambre d'expérience qui est de l'ordre de centimètres, vous prenez cette petite chambre, vous la mettez dans une plus grande chambre d'expérience qui fait de l'ordre de 10 mètres de diamètre, vous mettez tout ça dans un grand bâtiment, à côté vous mettez d'énormes lasers qui tiennent dans des bâtiments qui pourraient contenir 3 fois la tour Eiffel peut-être, un truc comme ça, et vous envoyez la puissance de ces lasers sur votre petite bille de 1 mm. Et là, ça va créer une pression tellement forte que la bille va se contracter jusqu'à ce que les atomes ils fusionnent. Voilà, et vous allez créer des réactions de fusion. Et votre petite bille va exploser. Alors, ce qui se passe, en fait, vous avez une instabilité de Rayleigh-Taylor qui se produit en fait à l'interface entre le deutérium-tritium, qui est sous forme cryogénique, donc qui est assez dense, et puis le matériau qui est à l'extérieur, qui est du plastique assez léger, et dont le but, en fait, est d'être ablaté pour créer une pression par effet fusée en fait. Et donc vous allez créer une accélération entre un matériau léger et un matériau lourd qui va être instable du point de vue de Rayleigh-Taylor. Et donc ce qui est représenté là sur la dernière image, c'est un exemple de simulation de cette instabilité qui en fait arrive à atteindre quand même le régime non linéaire. Et en fait cette instabilité est vraiment très très gênante pour les expérimentateurs parce qu'elle nuit à la capacité de la cible à être comprimée. Et donc c'est très embêtant pour eux. Alors les échelles de temps, voilà, donc ça n'a rien à voir avec l'exemple précédent. Donc là, on a des échelles de temps qui sont de l'ordre de la picoseconde. En fait, c'est quelques picosecondes, hein, de dizaines de picosecondes. Et les échelles en espace, c'est inférieur au micromètre. Alors le dernier exemple, hein, voilà, j'ai bien choisi mes exemples, hein, je pense. Hein, donc c'est une supernova de type 1A. Donc les supernovas de type 1, donc c'est des étoiles qui explosent. Donc à la base, donc en général, donc il y a plusieurs mécanismes qui peuvent conduire à l'explosion de ces étoiles qui sont au départ des naines blanches en fait. Et le mécanisme qui est le plus souvent discuté, c'est celui qui est représenté par cette figure. Donc vous avez la naine blanche qui est la petite étoile là ici à droite, qui est une étoile très très dense. Hein, donc l'ordre de grandeur, c'est vous prenez une boîte d'allumettes, vous mettez la matière de naine blanche et vous avez 1 tonne dans la main. Et donc elle est tellement dense en fait que cette étoile va accréter la matière de son étoile compagnon.
donc qui est une étoile en général un peu plus grosse, un peu moins dense, et donc elle va accréter de la matière. Et au fur et à mesure que sa masse augmente, en fait, voilà, la pression interne de la naine blanche ne va plus être en mesure de supporter les forces de gravité. Donc vous avez une masse limite au-delà de laquelle la naine blanche va subir des forces de gravité très fortes qui vont amorcer des réactions de fusion. Alors, donc les réactions de fusion en fait, vont se propager, donc vont apparaître dans le cœur de l'étoile et vont se propager petit à petit. Et donc c'est ce qui est représenté sur l'image suivante. Donc là vous avez un exemple de simulation de supernova. Et là dans cette simulation, là vous pouvez reconnaître des formes typiques de champignons. Et en fait c'est pas un hasard, c'est parce que la flamme au cours de sa propagation, elle subit une instabilité de Rayleigh-Taylor. En fait, ce qu'il faut imaginer, c'est que vous avez une flamme. En dessous, vous avez des gaz chauds et voilà, vous avez le produit des gaz brûlés qui se trouve dessous la flamme, qui sont légers parce qu'ils sont chauds. Au-dessus, vous avez les gaz non brûlés qui sont lourds parce qu'ils sont froids. Et vous avez la gravité qui s'exerce entre les deux. Donc vous êtes instable du point de vue Rayleigh-Taylor. Et donc cette instabilité de Rayleigh-Taylor en fait, va fortement perturber la flamme et va accélérer en fait sa propagation. Et la grande question que se posent les astrophysiciens, c'est est-ce qu'on est en mesure d'accélérer suffisamment la flamme, notamment grâce à cette instabilité, pour transitionner d'une onde de déflagration, donc ça c'est une flamme, c'est une onde de déflagration, vers une onde de détonation. Et avec cette question, en fait, il y a d'autres questions qui sont assez importantes qui sont liées, donc qui sont celles des abondances relatives de certains éléments lourds. Donc, suivant la manière dont la supernova explose, elle va rejeter différents types d'éléments dans l'univers et ça va avoir un impact assez fort sur leur abondance. Et également, donc, ça va avoir un impact sur la courbe de lumière de la supernova. Donc, qu'est-ce qui va être observé par les télescopes. Et cette courbe de lumière, en fait, elle est très importante pour mesurer les distances justement des distances qui sont très très grandes et des vitesses d'éloignement qui sont très très grandes. C'est grâce à ce genre de courbe en fait, de lumière liée aux supernovas qu'on est en mesure d'estimer les constantes cosmologiques et tout ça. Voilà. Voilà, donc j'ai fini pour mes exemples sur Rayleigh-Taylor. Maintenant, je vais juste faire un petit intermède. Donc Rayleigh-Taylor, c'est une instabilité qui se produit dans le cas où l'accélération est continue en temps et en espace. On peut aussi regarder le cas où voilà, on a une accélération qui est discontinue. Donc on peut produire cette discontinuité par exemple en envoyant un choc sur une interface entre deux fluides de densité différente. Donc dans ce cas-là, on a ce qu'on appelle l'instabilité de Richtmeier-Meshkov. Donc ici, je vous ai donné l'évolution de la perturbation dans le cas linéaire et puis dans le cas turbulent. Donc vous voyez que ça croît moins vite que Rayleigh-Taylor, tout simplement parce qu'on injecte de l'énergie initialement, mais voilà, on n'en injecte plus une fois que le choc est passé. Donc il y a également une autre façon d'injecter de l'énergie de manière impulsionnelle, donc c'est de prendre un petit ballon, on a rempli le ballon d'eau, on perce le ballon et vous mettez de l'énergie au niveau de l'interface entre l'eau et puis l'air. Alors il y a des gens qui ont fait de très très belles expériences sur ce sujet. Hop, et voilà, je vais vous les montrer. Voilà, attendez, je vais peut-être passer. Voilà, donc là, en fait, ils ont fait plusieurs choses. Ils ont fait éclater des ballons. Voilà. Voilà. Donc là, l'expérience que vous allez voir, en fait, c'est ces gens, c'est celle que je vous ai décrite, mais sauf qu'ils ont un protocole expérimental un peu plus rigoureux. Donc vous avez un ballon, vous appliquez une oscillation à 170 Hz sur ce ballon, de manière à créer une perturbation contrôlée à la surface, et vous le percez, et vous regardez l'instabilité se développer après, et vous êtes en mesure de mesurer les taux de croissance et tout ça. Donc là, vous voyez, là c'est la phase linéaire de l'instabilité, vous voyez la sinusoïde là, qui se développe. Et donc dans les images suivantes, après, vous verrez un peu la phase non linéaire. Donc là, en fait, ils ont plongé le ballon dans l'eau de manière... ils ont mis de l'eau dans le ballon, ils ont plongé le ballon dans l'eau avec... ils ont mis dans le ballon un petit colorant de manière à ce que l'eau du ballon soit un peu plus lourde, mais avec un atout très faible de manière à ce qu'on puisse bien visualiser le développement des instabilités.
Donc là, c'est la même chose avec un zoom sur une partie du ballon. Et là, vous voyez les formes typiques de champignons avec les 2 tourbillons contrarotatifs qui commencent à apparaître. Voilà. Et donc voilà, c'est typiquement le même genre de choses qu'on verrait dans Richmayer-Meshkov ou Rayleigh Taylor, mais différemment, quoi. Voilà, donc j'en ai presque fini avec Rayleigh Taylor. Donc là, pour conclure, je vais essayer de faire le lien avec le projet Turbulent qu'on fait au SEMRAX. Alors, d'un point de vue pratique, si on veut prédire les instabilités de Rayleigh Taylor dans leur phase turbulente, en fait, on est bien embêté parce que avec la simulation directe des équations de Navier-Stokes, on n'arrive pas à simuler une turbulence très très développée. Donc la simulation directe la plus grande qui ait jamais été faite sur Rayleigh Taylor, qui date de 2006, donc c'est vraiment ancien et ça n'a jamais été dépassé. Enfin bon. Donc c'est la simulation de Cook et Cabot, et donc qui a été faite sur à peu près 29 milliards de mailles, donc qui a requis, c'est marqué ici, donc 12 jours sur 130 000 processeurs. Et donc à la fin, donc, ce qu'ils ont réussi à obtenir, c'est une séparation entre les plus grandes et les plus petites échelles de l'ordre de 50. Donc avec une séparation comme ça, on commence à avoir un début de zone inertielle, donc on commence à avoir un début de zone où on voit le scaling de Kolmogorov, mais pas plus. Alors bien entendu, on ne peut pas faire ce genre de simulation tous les jours. Donc les ingénieurs, ils ont besoin de modèles pour simuler Rayleigh Taylor. Et parmi tous ces modèles, donc il y en a vraiment presque une infinité. Chaque ingénieur a son modèle quasiment. Bon, en tout cas, il y a une famille de modèles qui sont les modèles qu'on appelle PDF pour fonction de densité de probabilité, parce qu'on va chercher à résoudre une équation pour la fonction de densité de probabilité, de la vitesse et de la concentration et tout ça. Et donc c'est cette méthode qu'on étudie dans le projet Turbulent. Et voilà, le principe, c'est, vous l'avez vu hier, de toute façon, il y a une présentation sur ce sujet. Donc le principe, c'est qu'on va décomposer l'écoulement en tout un tas de petites particules fluides et on va essayer de modéliser leurs interactions, leurs trajectoires et tout ça. Donc voilà, donc le projet Turbulent au SEMRAX, l'objectif, c'est de résoudre ces équations PDF dans le cadre de Rayleigh Taylor. Et donc c'est Viviana, Casimir et Rémi et Vincent également, donc tout en haut, qui vont travailler sur ce sujet. Voilà, je vous remercie pour votre attention.